quand M. Sassou Nguesso est rentré hier, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Je pense que tout ce que les observateurs ont vu du séjour de M. Sassou Nguesso, c'est que l'opinion publique était gênée par son séjour. Sauf si ça m'a échappé, je n'ai vu aucun média visuel français en parler. Aucun. Donc, c'est comme une forme de pudeur. Comme pour dire, mais enfin, ce monsieur est très sale. Ce n'est pas le moment de le recevoir. À un moment où, effectivement, disons, la France est en train de perdre du terrain. Pourquoi le recevoir? Rappelons quand même que la dernière fois qu'on était interviewé par ce journaliste de France 24, quelle question il dit, mais oui, 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 mais est-ce que vous ne pensez pas que, ben oui, votre population peut être contre vous à un moment où, disons, dans toutes les opinions publiques africaines, tous les présidents qui s'affichent, disons, pour la France sont effectivement chassés du pouvoir. Monsieur Sassou Nguesso avait esquivé pour monter son dilemme. Oui. Donc, j'ai eu l'impression que son séjour en France a gêné les médias français. Et donc, après qu'il ait été jeté dans Madougou, l'avait rappelé tout à l'heure, lorsque Thierry Mungala rétropédale sur ses propos pour dire que c'était Vessin qui instrumentalisait ses propos, mais en fait, on l'a encore entendu dire que maintenant, la Witi pouvait se rapprocher de la police pour donner sa version des faits. Juridiquement parlant, comment comprendre ça? Christian, ça veut dire ce que j'ai l'habitude de dire, qu'il n'y a pas d'État, qu'il n'y a pas de justice au Congo. Christian, nous suivons tous les médias. Nous suivons tous les médias. En amont, c'est-à-dire avant qu'on ait retrouvé M. Lassine Bouiti, il y aurait une mobilisation des services, disons, appropriés. Il ne se passe pas Gendarmerie, une police, semaine. voilà tout ça, oui. Les moyens sont mobilisés, les moyens aériens, les moyens, disons, tous les moyens matériels pour tenter effectivement de retrouver les disparus. Non seulement ces moyens n'ont pas été mobilisés, mais en plus, dès que la personne est retrouvée dans l'état qu'il dit choquant, l'état choquant, disons, de monsieur Lassibiti, il dit que c'est à lui de venir vers la justice, non la justice, disons, d'aller vers la victime. Voilà l'aveu. Comment peut-on être imbécile à ce point? C'est l'imbécilité, mon cher, disons, Christian. À partir du moment où, aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe au Congo, ne fût-ce que pour donner l'impression qu'ils sont sérieux, automatiquement, les services habilités, c'est-à-dire la police, le procureur, vont vers M. Bouiti. Ils vont vers M. Bouiti. Hein? Donc, ils vont dire oui, on ne sait pas. Non, ils savent où est M. Bouiti. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, c'est à eux-mêmes, si par hasard M. Bouiti, il ne se fait, c'est à eux de le retrouver. Donc, voilà exactement, disons, ce que signifie aujourd'hui. Disons, non, quand on me dit que ce garçon a fait, disons, le droit, je me pose aujourd'hui la question de savoir où est-ce qu'il a fait son droit, disons, monsieur Perrin. Où est-ce que M. Thierry Mungala a fait son droit? Pour ne pas savoir que quand il y a une violence, eh bien, c'est les services de police qui vont vers les victimes et non l'inverse. Bonjour, professeur Félix Bakunda-Mpele. Bonjour Christian Perrin, heureux de vous retrouver. Diplômé des Sciences Po, enseignant-chercheur, juriste et politologue, consultant, constitutionnaliste, merci d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer l'historique politique barbare de Denis Sassou Nguesso, qui en réalité serait un criminel déguisé en chef d'État imposé par les puissances impérialistes au Congo-Brazzaville. Nous aborderons également la symbolique de sa récente visite à Paris. Si le temps nous le permet, nous pourrions chuter par le soutien de l'association controversée Les Minanga de Mouyondi à la candidature de Denis Sassou Nguesso, soutien que dénoncent les jeunes de Mouyondi. Professeur Félix Bakunda-Pelé, vous avez suivi l'actualité, notamment sur le cas du jeune opposant Lassine Bouiti. Nous sommes à 10 mois de l'élection présidentielle de
26. Quel commentaire vous inspire cet épisode? Il faut rappeler ici, c'est pas le tout premier, hein, et peut-être que ça ne sera pas le dernier. Merci pour la question, Christian Perrin. Je pense que pour ceux qui suivent de l'étranger, mais aussi pour nos compatriotes qui, localement, disons, vivant dans des conditions très difficiles, ils ne peuvent pas bien comprendre, bien maîtriser, disons, la philosophie de ce qu'a subi notre brave compatriote, M. Lassibouiti. Cher Christian, notre drame, ce sera toujours le fait que M. Sassou Nguesso n'a pas de carrure politique. M. Sassou Nguesso ne peut pas gagner une élection. Il faut bien le dire. Tout part de là. Il veut le pouvoir, il tient au pouvoir, il est addict au pouvoir, mais il ne peut pas gagner une élection. Que faire? Le point de départ, c'est celui-là. Appelons même si cela, disons, en gros, tout le monde le sait, que pour la seule élection démocratique organisée au Congo, M. Sassou Nguesso, président en place, président établi, n'avait pas réussi à émerger au premier tour. Il n'avait pas réussi à émerger au premier tour. Et quand le premier mandat démocratique de notre pays s'achève, tout le monde sait qu'il n'a aucune chance. C'est là où il tente cette entreprise meurtrière, disons que tous les Congolais connaissent, qui restera dans les annales de l'histoire, disons, du Congo, mais également de l'histoire africaine. Puisque, je le dis toujours, c'est le plus grand coup d'État que l'Afrique n'ait jamais connu. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Je ne reviens pas sur les moyens utilisés. Dès le moment où il a pu acquérir le pouvoir avec le soutien des forces armées et financières internationales, la question est réglée pour lui. Plus jamais une élection dans ce pays. Plus jamais de démocratie dans ce pays. Pardon, professeur, pendant que vous allez continuer pour l'intérêt de nos téléspectateurs, le cas Lassi Mbouiti, il faut peut-être rappeler, c'est ce jeune opposant congolais qui a annoncé évidemment sa candidature pour l'élection présidentielle de 2026, donc dans 10 mois, qui a été enlevé par les services militaires parallèles, séquestré pendant 10 jours, torturé, mais vraiment torturé. Il dit même avoir été injecté des substances qu'il ignore, et 10 jours après, on est allé le jeter dans un cours d'eau, tout nu, et tout le monde l'a vu. Mais il n'est pas encore à l'hôpital. Et curieusement, aucune institution ne s'est prononcée sur le cas Lassi Mbouiti, voilà qui étonne tous les Congolais. Et nous y reviendrons tout à l'heure pour la suite. Et donc, vous êtes en train d'expliquer le modus operandi de Denis Sassou Nguesso, comment il opère. Voilà. Et donc, à partir de là, toutes les élections que Sassou Nguesso organise, c'est du cinéma. C'est une farce électorale. Je vais arriver à la question précise que vous avez posée, mais c'est pour dire un peu le contexte. Je ne le dis pas comme ça. Écoutez, il faut illustrer, il faut bien dire pourquoi. Celui qui a théorisé le mieux l'élection au Congo, c'est M. Sassou Nguesso. Je le rappelle, disons Christian, même si je l'ai déjà dit par le passé. Quand le premier élu démocratique est là, M. Lissouba, M. Sassou Nguesso, dans l'opposition, pond ce qu'on a appelé là le mémorandum d'opposition, qui dit clairement ceci que pour que l'élection soit démocratique pour tout le monde, elle ne peut être organisée que par une force internationale. C'est lui qui le dit. Le mémorandum est du printemps 97, disons M. Perrin. Ensuite, quand les événements de juin 97 commencent,
M. Sassou Nguesso est interviewé par le journal La Croix. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne le répéterai jamais assez. Il dit ceci: pour que l'élection soit égale pour tout le monde, il faut que le président devienne citoyen candidat. Ça veut dire que dans sa tête, pour une fois, on peut dire que, en fait, je me dis, mais quand tu es dans l'opposition, ben, effectivement, et il essaie de dire, parce que, Christian, En sorte, il devient humain lorsqu'il a l'opposition. et ils s'en donnent l'impression d'être humains. Mais c'est également ce qui s'est passé, disons, pendant les élections de l'été 92, Christian. Parce que qu'est-ce qui a fait que l'élection de 92 soit la seule de notre histoire politique, j'allais dire postcoloniale, mais de notre histoire politique qui soit transparente et qui ne soit contestée par personne? Parce que ça n'avait pas été organisé par lui qui était au pouvoir. Donc on peut dire que ce qu'il dit, disons dans le journal La Croix du 16 juin 1997, c'est ce qui s'est passé en 92. Et pourquoi M. Sassou Nguesso, qui a théorisé effectivement, disons, l'élection transparente au printemps 97, le 16 juin donc 1997, ne s'applique pas lui-même ce qu'il dit? J'en arrive donc à la question que vous avez posée. M. Lassi Witi est victime de cela parce que depuis que M. Sassou Nguesso est là, il choisit ses candidats. Il choisit ses candidats. C'est-à-dire que l'élection, j'allais dire les élections, mais puisqu'on est sur la présidentielle, l'élection présidentielle est sanctuarisée. Ceux qui se présentent à toutes les élections de M. Sassou Nguesso ne font que du coubertinisme. C'est-à-dire, ils vont participer jamais pour gagner. Ce qui veut dire que quand il y a un candidat qui essaie de s'en sortir effectivement, disons, de la voie qu'il a tracée, quand il y a un candidat qui essaie de dire, disons, ce qui n'est pas convenu, il termine en prison ou sous terre, il faut le dire. Ça, c'est récent. Est-ce qu'il faut répéter la situation de M. Kolela? Est-ce qu'il faut rappeler la situation du général Mokoko? Est-ce qu'il faut rappeler la situation de M. Makaya Paulin? La situation, disons, de M. Comment celui qui avait été son acolyte là, pour la conquête du pouvoir, celui qui est en pouvoir, M. Okombi Salissa. C'est ça. Et donc, pourquoi? Et puisque notre Goebbels national a dit qu'il n'y avait pas de raison, effectivement, pour que le pouvoir s'en prenne à M. Lassim Bouiti. M. Lassim Bouiti, et je réponds là, effectivement, disons à l'homme à tout faire, disons M. Sassou, ça dit donc M. Tirmongala. M. Sassou Nguesso est victime de cela parce qu'il ne veut pas que, effectivement, ce qu'a dit M. Lassim Bouiti puisse faire école, puisse en quelque sorte désinhiber les Congolais. Parce que qu'est-ce qu'a dit M. Lassim Bouiti? Il faut le dire, pour que ceux qui ne sont pas Congolais, ou même ceux qui sont Congolais, qui ne suivent pas de façon assidue notre vie politique, le sachent. M. Lassim Bouiti a dit ceci: cette fois-ci, il faudra que M. Sassou Nguesso marche sur nos corps pour s'autoproclamer encore président. Je reprends là l'époque au terme de M. Lassim Bouiti, de notre compatriote, de notre brave compatriote. M. Lassim Bouiti a dit, à votre micro d'ailleurs, je le rappelle, que cette fois-ci, pour que M. Sassou Nguesso fasse encore, disons, la même phase électorale, il faudra qu'il marche sur nos cadavres. Et là, M. Sassou Nguesso et sa bande de criminels se sont dit, ah non, si ça commence ainsi, c'est fini. Donc, au-delà de sa propre personne, au-delà... En sorte, c'est un affront, en fait, pour Denis Sassou Nguesso, c'est ça? C'est un affront. C'est parce qu'il est habitué avec, je vous ai déjà dit, notre drame, c'est le fait que pratiquement tous ceux qui se présentent, disons, aux élections, disons, aux phases électorales de M. Sassou Nguesso, c'est des gens avec qui il a été. Vous voyez, hein, les mêmes qui sont... Professeur, vous pensez que tous ceux qui se présentent, tous ceux qui, en fait, annoncent leur candidature, sont conscients que finalement, ils ne gagneront pas? Le font-ils consciemment ou inconsciemment? La grande majorité, c'est consciemment. D'autres, c'est par naïveté. D'autres, c'est par naïveté. Parce que, et même, ça, même les Congolais le savent.
pourquoi je dis que même les Congolais le savent. Je l'ai déjà expliqué pourquoi les Congolais se sont mobilisés pour le général Mokoko disons en 2016. 2016. Bon, parce qu'ils avaient compris que la question électorale, c'est une farce et que c'est un problème de rapport de force. C'est ça. Donc, ils n'étaient pas allés, disons, à l'endroit de M. Mokoko parce que, effectivement, personne, je suis l'actualité politique congolaise, mais je ne connais pas le programme de M. Mokoko. Il pouvait sortir 2, 3 lignes, mais personne ne connaissait. Ils sont allés vers Mokoko parce qu'ils se disaient, c'est un général contre un général. C'est tout. Donc, ce qui veut dire que même nos compatriotes, les moins, disons, habitués, disons, au discernement politique, ont compris ce qui se passe. Ce qui veut dire que ceux qui, y compris pour la prochaine élection présidentielle, 2026, pardon, qu'ils soient conséquents avec les Congolais. Sinon, aucune stratégie politique. Je dis bien sinon, aucune stratégie politique. Et qui se disent que c'est par les urnes, c'est se moquer des Congolais. Et d'ailleurs, les Congolais ne sont pas dupes puisqu'ils ne sont jamais mobilisés. La seule fois qu'ils sont mobilisés, c'est en 2016. Parce qu'effectivement, ils avaient, effectivement, disons, cette pièce maîtresse sur laquelle ils comptaient, le général Mokoko. Donc, voilà. Donc, voilà le tort de M. Lassine Bouiti. Voilà la raison pour laquelle M. Lassine Bouiti a été, effectivement, je veux dire, humilié, c'est-à-dire jeté comme une ordure, disons, à Madoukou. Tout le monde sait ce que c'est que Madoukou. Tous les Brazzavillais le savent. Madoukou, c'est en quelque sorte, disons, un dépotoir. C'est là où on va jeter tout ce qu'il y a de sale. Donc, voilà l'idée que M. Sassou Nguesso et ses sbires se font effectivement de ce que c'est que l'opposition. C'est-à-dire que si tu essaies d'être un peu sérieux, comme toute opposition dans tout pays, tu termines à Madoukou, c'est-à-dire que tu es une ordure. Voilà. Voilà donc effectivement la philosophie de l'action de M. Sassou Nguesso et ses sbires sur ce que nous avons vécu. Donc, M. Mbouiti n'a pas été, je vais dire, disons, humilié ou disons jeté comme ils le font par hasard, par le premier venu. C'est bel et bien, ça rentre bien dans la logique du pouvoir de M. Sassou Nguesso qu'il a démontré. C'est clair et net. Et si vous voulez, ben, pour monsieur Mungala, disons notre Goebbels national, ben, si vous voulez, on peut retracer son profil. Il n'est pas justement à sa première vacherie. Je peux vous en citer, si vous voulez. Voilà, je peux vous en citer. Puisque nous parlons de Thierry Mongala, enfin, ses propos rapportés par TV5 qu'il aurait dit que la Simwiti n'était pas connu. Est-ce que cela pouvait justifier évidemment un tel acte où tout le monde sait qu'il a été, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, enlevé devant sa famille, battu, les yeux bandés et puis séquestré pendant 10 jours, torturé? Est-ce que ça justifie voilà l'acte puisque Thierry Mongala estimait que la Simwiti n'était pas connue? Cher Christian, prenons l'hypothèse où il n'est pas connu. Monsieur Lassine Bouiti n'est-il pas un citoyen? Deuxième argument qu'il avait soulevé, et qu'il a un parti qui n'est pas reconnu. Monsieur Mongala ne peut pas justifier le fait que pour être candidat à la présidence, il n'est pas nécessaire d'avoir un parti politique. C'est le cas dans le monde entier. Il n'est pas nécessaire d'avoir un parti politique pour être candidat à la présidentielle. Donc, peu importe qu'il ait un parti qui n'est pas reconnu. Dès le moment où, disons, quelqu'un dit que je vais être candidat, il n'a pas besoin d'un parti politique. Autre chose que je vais dire, disons, cher Christian, pour des raisons d'information ou d'analyse, je suis souvent, disons, le journal congolais, qui, je rappelle bien, est le journal le moins regardé du monde entier, il faut le dire. C'est peut-être pour ça que M. Mongala s'autorise ces bêtises. Le journal congolais, c'est le journal le moins regardé du monde. Je ne le dis pas au hasard, cette question. Avant de répondre, de compter sur ma réponse, je vais vous dire quelque chose. L'année dernière, l'année 2024, parce que me rendant compte qu'il y avait trop de bêtises à la télévision congolaise, j'ai pris tout le premier trimestre, enfin 4 mois quand même, de janvier jusqu'à avril 2024, à comparer effectivement l'audimat de la télé congolaise avec celui des autres États, y compris du 55e État, disons, africain, c'est-à-dire le Somaliland, qui est le seul État, disons, qui n'est pas reconnu, effectivement. Qu'est-ce que j'ai remarqué, Christian? Mais les compatriotes, ou bien, disons, notre gouvernement national lui-même pourra comparer. C'est très rare que le journal congolais atteigne 4000 vues, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel.
Mais quand vous prenez le petit pays d'à côté, c'est-à-dire donc le Gabon, qui est à peu près le tiers de notre population, le journal gabonais est à 15, 20, 25 000 vues. C'est très exactement ce que je dis. Les Congolais qui peuvent douter peuvent regarder, qui peuvent prendre la peine de regarder effectivement les journaux, disons, d'Afrique. La télé congolaise est la moins regardée du monde. Ça montre qu'effectivement, personne n'y croit, que personne n'est pas en sérieux. Donc, revenons à ce que je disais. Pourquoi, effectivement, je dis que M. Mungala est sans scrupule. M. Mungala, je me permets l'expression, c'est un vrai démon, parce qu'il n'a aucun respect pour ses concitoyens. Nous avons reçu l'image, effectivement, l'image choquante, disons, de M. Lassy Bouiti, jetée à la poubelle le 21 mai. C'est un mercredi. Le vendredi 23 mai, je regarde la télévision congolaise. Une certaine dame, violentée par on ne sait qui. Ça passe à la télé. Le nom, c'est qui? C'est Marie-Claire, je pense bien. Les gens peuvent rétroagir, vérifier sur Google. Pourquoi Madame Marie-Claire, qui est une citoyenne, donc, comme on pourrait le dire donc de M. Lassy Bouiti, qui est un citoyen, qui a été violenté, peut passer à la télé, peut effectivement, disons, émouvoir les gens, et pourquoi ce mépris, et pourquoi, disons, cette opacité sur le cas, disons, de M. Lassy Bouiti? C'est parce qu'effectivement, il est homme politique. C'est parce qu'il se proclame opposant. Donc, ce qui caractérise le système politique de M. Sassou Nguesso, comme l'ont déjà dit, disons, certains compatriotes ailleurs, M. Sassou Nguesso n'aime les opposants que dès qu'ils sont morts. Voilà. Dès qu'un opposant est mort, eh bien là, effectivement, il a droit, disons, à la compassion, disons, du pouvoir. Mais si tu es vivant et que tu n'entres pas dans le canal, effectivement, sanctuarisé par lui, eh bien, tu es une ordure. Voilà la leçon qu'effectivement nous donne le cas de notre compatriote, M. Lassy Bouiti. Tu es opposant, tu dois rentrer dans le cadre. C'est-à-dire que tu dois être, effectivement, disons, dans le cadre tracé par M. Sassou Nguesso. Donc, M. Sassou Nguesso n'admet comme candidat à la présidentielle que, effectivement, les candidats choisis, c'est-à-dire ceux qui viennent uniquement pour faire du coubertinisme, c'est-à-dire qui viennent uniquement pour participer. Si tu viens avec, effectivement, la détermination de jouer le rôle d'un opposant dans tous les pays, c'est-à-dire d'un candidat à la présidentielle, c'est fini. Tu termines comme M. Kodela, tu termines comme M. Mokoko, tu termines comme d'autres, comme M. Makaya Paulin. Voilà exactement ce qu'il faut dire de cela. Et M. Thierry Mungala le sait. Voilà. M. Thierry Mungala, c'est notre Goebbels national. Voilà ce qu'il faut dire. Peut-être même avec le plus souvent le caractère osé, je vais dire ignominieux, effectivement, disant ses réactions, il faut dire qu'il est devenu le fou du roi. Je ne peux pas l'appeler autrement, pour manquer à ce point du respect à notre compatriote. Voilà ce que je peux dire à cet égard. Et toujours pour terminer évidemment avec Thierry Mungala, il faut rappeler ici qu'avant son enlèvement, Lassy Bouiti avait déposé des plaintes. On a parlé de plus de 10 plaintes selon lui-même. Il avait même demandé la protection de la police parce qu'il était déjà menacé, il estimait être menacé. La preuve, c'est qu'il venait d'abord d'échapper à une tentative d'assassinat avant même qu'il ne soit enlevé. Et donc, après qu'il ait été jeté dans Madougou, vous l'avez rappelé tout à l'heure, lorsque Thierry Mungala rétropédale sur ses propos pour dire que c'était Vessin qui instrumentalisait ses propos, mais en fait, on l'a encore entendu dire que maintenant, Lassy Bouiti pouvait se rapprocher de la police pour donner sa version des faits. Juridiquement parlant, comment comprendre ça? Christian, ça veut dire ce que j'ai l'habitude de dire, qu'il n'y a pas d'État, qu'il n'y a pas de justice au Congo. Christian, nous suivons tous les médias. Nous suivons tous les médias. En amont, c'est-à-dire avant qu'on ait retrouvé M. Lassy Bouiti, il y aurait une mobilisation des services, disons, appropriés. Il ne se passe pas une semaine. Voilà, tout ça, oui. Les moyens sont mobilisés, les moyens aériens, les moyens, disons, tous les moyens matériels pour tenter effectivement de retrouver les disparus. Non seulement ces moyens n'ont pas été mobilisés, mais en plus, dès que la personne est retrouvée dans l'état qu'il dit choquant, l'état choquant, disons, de M. Lassy Bouiti, il dit que c'est à lui de venir vers la justice, non la justice, disons, d'aller vers la victime. Voilà l'aveu. Comment peut-on être imbécile à ce point? C'est l'imbécilité, mon cher, disons, Christian.
À partir du moment où, aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe au Congo, ne fût-ce que pour donner l'impression qu'ils sont sérieux, automatiquement, les services habilités, c'est-à-dire la police, le procureur, vont vers M. Bouiti. Ils vont vers M. Bouiti. Hein? Donc, ils vont dire oui, on ne sait pas. Non, ils savent où est M. Bouiti. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, c'est à eux-mêmes, si par hasard M. Bouiti, il ne se fait, c'est à eux de le retrouver. Donc, voilà exactement, disons, ce que signifie aujourd'hui, disons, non, quand on me dit que ce garçon a fait, disons, le droit, je me pose aujourd'hui la question de savoir où est-ce qu'il a fait son droit, disons, monsieur Perrin. Où est-ce que M. Thierry Mungala a fait son droit? Pour ne pas savoir que quand il y a une violence, eh bien, c'est les services de police qui vont vers les victimes et non l'inverse. Voilà. Voilà l'imbécilité, disons, de monsieur Thierry Mungala. Voilà. Donc, ça prouve qu'effectivement, comme j'ai l'habitude de dire, la justice n'existe plus, l'État n'existe plus. Effectivement, la justice, c'est uniquement, je vais dire, pour servir, disons, les intérêts du pouvoir en place. Mais ce n'est pas la première fois. Hein. Ben, écoutez, on peut donner d'autres illustrations. Je vous ai déjà dit qu'en matière de bêtises, rappelons quand même, disons, cher Christian, que quand effectivement nos jeunes compatriotes, pratiquement dans l'adolescence, sont tués, disons, dans une prison congolaise. Il y a 2-3 ans, j'avais effectivement en son temps commenté cette histoire. Eh bien, quand le ministre de la Communication, M. Thierry Mungala, intervient, c'est pour dire que non, 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 c'est une rixe entre groupes de bandits. C'est M. Mungala qui le dit. Que non, 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 l'État n'a rien à voir, la prison n'a rien à voir. Sur l'affaire Chakona, oui. Tout à fait. Le drame de Chakona, ben, que j'avais eu à commenter. Monsieur Mungala dit que non, 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 c'est une rixe entre bandes, groupes de bandits, ça n'a rien à voir avec l'État, jusqu'à ce que, ben, effectivement, le ministre de l'Intérieur, sur ça, comme dans l'autre affaire qui suivra, vienne faire l'aveu qu'effectivement, ces jeunes garçons ont bel et bien été, disons, frappés à mort, disons, par leurs geôliers. C'est le ministre de l'Intérieur qui le dit. Donc voilà effectivement, disons, l'image de M. Mungala quand tu dis que c'est notre querelle nationale, je sais ce que c'est. Mais ce n'est pas la seule fois. Je rappelle que quand l'autre victime, disons, de M. Sassou Nguesso également décède en prison, M. Ntsuru, tout le monde attend l'enquête parce que la mort d'un colonel d'armée que, disons, M. Sassou Nguesso avait criblé plus de 3000 impacts de balles, il faut montrer cela, disons, on a compatriotes plus de 3000 impacts de balles. Effectivement arrêté et ensuite mis en prison, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ntsuru décède, dit-on, d'une crise cardiaque. Donc, tout État digne de ce nom, donc toute justice digne de ce nom, automatiquement, monsieur Ntsuru devait être, disons, autopsié. Et quand notre bêtisier national intervient, c'est pour dire quoi? Ben non, la famille de M. Ntsuru a dit qu'elle n'a pas besoin d'enquête, n'a pas besoin d'autopsie. Et donc, voilà. Voilà donc, dans le royaume, disons, de M. Mungala et de M. Sassou Nguesso, une famille peut décider que non, la justice ne doit pas fonctionner parce que la famille aurait dit qu'on n'a pas besoin d'autopsie. C'est quand même fort de piment, mon cher, disons, Christian. Voilà. Personne ne peut imaginer cela un seul instant dans un État moderne. Voilà où est-ce que nous en sommes avec l'État congolais, avec la justice congolaise. Je ne veux pas parler, effectivement, disons, des bêtises de la Cour constitutionnelle du Congo. Je vous rappelle, cher Christian, pour nos compatriotes, pour montrer qu'effectivement, il n'y a plus de justice qu'au Congo, que quand, effectivement, M. Sassou Nguesso, disons, procède, disons, à l'étranglement de son avant-dernière conscience, celle du 20 janvier 2022, eh bien, la Cour constitutionnelle, qui dans tous les États du monde a pour mission de protéger la conscience, participe, disons, à l'assassinat de la Constitution. Voilà. Dans tous les pays du monde, le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est de protéger la Constitution. Et voilà que la Cour constitutionnelle, disons, autre bêtise dans notre pays, va décider, disons, le 17 septembre 2015 que non, 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 il faut abattre la Constitution. Voilà où est-ce qu'on en est arrivé pour dire dans quelle situation se trouve ce qu'on appelle État au Congo. Ça n'existe pas, la justice n'existe pas, les cas, je peux les multiplier, ça revient, disons, la même chose. Je ne veux pas parler de la décision, toujours la Cour constitutionnelle, disons, de 6 avril 2021 pour dire que non, 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 il n'y a pas besoin, disons, disons, de retarder effectivement l'élection présidentielle.
Mais Christian, je rappelle, il y a 2 ans, à Madagascar, un candidat à la présidentielle est blessé au cours d'une manifestation. Été 2023, là. Que décide la Cour constitutionnelle malgache? Que parce qu'un candidat déclaré à la présidentielle a été blessé et disons, se trouve dans une situation qui est de très loin moins grave que la situation de M. Kolila, la Cour constitutionnelle malgache, je pense que c'est en septembre ou août, disons 2023, a décidé qu'il fallait décaler l'élection présidentielle. Que dit, disons, la Cour constitutionnelle congolaise? Dans la décision lue par le président de ce qu'on appelle, disons, juridiction Cour constitutionnelle là-bas, M. Iloki dit le 6 avril 2021 que non, 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 la Cour constitutionnelle n'a pas de pouvoir d'autosaisine. Christian, l'article 176 de la Constitution congolaise donne le pouvoir de régulation, je dis bien le pouvoir de régulation électorale à la Cour constitutionnelle. Donc la Cour constitutionnelle ne peut pas dire qu'elle n'a pas, disons, de pouvoir d'autosaisine. C'est elle qui régule, donc voilà, réguler le mot est bien là, je n'ai pas besoin de donner l'explication. Donc il n'y a pas besoin de dire autosaisine ou pas. C'est elle qui a le pouvoir de régulation. Donc je peux multiplier les cas, mais je me suis arrêté à ces deux-là, c'est-à-dire donc, la décision du 17 septembre 2015 et, disons, celle du 6 avril 2021 pour dire, là je parle à la Cour constitutionnelle, c'est parce que c'est la plus haute juridiction. Donc voilà ce qu'il en est. De la police, de la Cour constitutionnelle, disons de la communication, le fait que la télévision est entre les mains du pouvoir, le fait qu'il parle, c'est-à-dire que la télé Congo, le vendredi 23 mai, parle, disons, du cas de cette Marie-Claire qui était agressée, mais M. Mouissi n'a pas droit à ce qu'effectivement Télécom parle. Donc là, vous voyez effectivement le contexte dans lequel nous sommes. Tout est entre les mains du pouvoir. Les candidats qui peuvent accueillir, c'est les candidats uniquement choisis par M. Sassou Nguesso. Si vous sortez de ce cadre-là, on sait comment vous allez terminer. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est la preuve qu'il voulait évidemment carrément l'achever physiquement. Nous sommes dans un pays où on parle, disons, d'un pays, donc le Congo-Brazzaville, où il y a eu un procès sur les massacres du Beach, donc les jeunes Congolais qui avaient été massacrés, près de 350 selon la version officielle, où on a condamné l'État congolais sans désigner évidemment les auteurs de ces crimes. C'est quand même extraordinaire de vivre de telles choses. Nous avons aussi le cas Augustin Kalakala qui a subi aussi des tortures, comme la Simbwiti, qui finalement en est mort. À 22h, je reçois un coup de fil et c'est la voix de mon mari. Chérie, viens vite, viens vite. Ils sont venus me jeter vers la mort ici, là, viens vite. On s'est rendu sur le lieu et quand on lui a demandé, mais comment ça s'est passé? Il dit que moi j'étais ici et j'ai vu des petits qui passaient. Je leur ai demandé service. Si vous avez un téléphone, je veux passer un coup de fil pour appeler ma femme. Dans quel état était-il lorsque vous l'avez retrouvé? Vraiment, vraiment, état critique. On ne savait même pas qu'il allait vivre jusqu'aujourd'hui. Là, il ne mange pas, il ne peut pas marcher, et il a des grosses plaies partout. Les pieds enflés par rapport aux tortures, tout. Où était-il et qui est-ce qui lui a fait ça? Bon, il était cagoulé, il ne pouvait pas voir le visage de ces gens-là, mais il peut dire qu'il n'était pas Brazzaville, il était hors de Brazzaville, enfermé dans un conteneur, de temps en temps, dans des sacs, enfermé, tabassé. On lui demandait où se cachait ton chef, oui, X, Y, tout et tout. Bon, il voulait savoir où se cachait ton chef. Un témoignage donc de l'épouse d'Augustin Kalakala recueilli par Florence Maurice. Et là, la Simbwiti, je disais, d'entrée de jeu, après toutes ces tortures, qu'on l'ait après déposé dans un dépotoir, il faut le dire comme ça, Madoukou, on lui a enjoint de quitter le territoire congolais en une semaine, sinon on l'achèverait. Ça veut dire que s'il n'y avait pas mobilisation, en fait, le but final était de l'éliminer physiquement. Et comment on peut demander à un citoyen de quitter son territoire? Sinon, il sera... C'est Christian. C'est l'arbitraire. C'est l'arbitraire. Ça n'a pas d'autre nom. Mais on est dans quelle forme d'État finalement là? C'est quoi ce qui se passe? Il n'y a plus d'État. Christian, il n'y a plus d'État. On ne peut pas, dans tous les cas que vous citez, il y en a d'autres. Rappelons que les 17 et 20 octobre 2015, nos compatriotes très jeunes sont criblés devant les caméras. 20 ans sont belles, plus de 100 ans, disons, Infirmavie, la dernière fois, on l'a illustré.
Il n'y a aucune enquête, Christian. Aucune enquête. Le cas que vous venez de rappeler, le cas du beach, rappelons toujours les 300 et quelques répertoriés, ce sont ceux qui effectivement étaient entretenus par la Croix-Rouge, disons en RDC. Mais le nombre réel est 10 fois plus, peut-être 10 fois plus important que ça, il faut bien le dire. Mais que décide donc la justice congolaise? La justice congolaise qui est à la solde du pouvoir. Que c'est l'État qui est responsable, mais aucun individu n'est responsable, Christian. Il n'y a qu'au Congo où un État, disons, peut commettre des crimes, c'est-à-dire que, sans montrer effectivement qui a commis. Comment peut-on dire que c'est l'État qui est responsable et qu'il n'y a pas d'individu responsable? Je rappelle pour la grande majorité qui ne saurait pas ce que c'est que le droit administratif, que la responsabilité de l'État n'est reconnue que par le biais effectivement de ses agents. C'est-à-dire que de manière la plus logique, la manière la plus juridique, il aurait fallu d'abord reconnaître la responsabilité des agents, en l'occurrence des militaires, qui étaient effectivement intervenus, et ensuite, puisque effectivement ce cas attend les victimes, c'est les réparations, répercuter effectivement, disons, cette réparation et la responsabilité civile sur l'État. Au Congo, la justice congolaise a osé quand même dire que l'État est responsable. Mais quand ils disent que l'État est responsable, c'est après avoir dénié bien avant. Ceux qui ont la bonne mémoire se rappelleront les termes de M. Sassou Nguesso. Il n'existe pas de disparu au Congo. Ce n'est qu'après, je l'ai déjà dit, ce n'est qu'après que l'avocat qu'ils avaient pris en la personne de M. Vergès va dire « Ah non, vous ne pouvez pas nier l'évidence. Reconnaissez, puisque les listes, disons, de la Croix-Rouge sont là. Reconnaissez, c'est tout, sinon alors ce sera une affaire qui va être traitée, disons, au niveau de l'étranger. » Et c'est comme ça, uniquement, pour ne pas effectivement, disons, laisser la justice française traiter cette question, qu'ils vont dire que oui, l'État est responsable. Mais l'État n'a jamais existé, l'État n'a pas d'armes, l'État n'a pas de main. Si l'État est responsable, c'est forcément, disons, par le biais des agents de l'État. En l'occurrence, c'est les officiers supérieurs. Je vous raconte une anecdote que nos compatriotes ne connaissent pas, disons, cher Christian. Peut-être que ça donnera quelques idées à M. Mongala. J'ai un monsieur que je connais qui est magistrat, qui était parmi ceux qui avaient interrogé M. Dabira quand M. Dabira est arrêté. Le juge pose cette question à M. Dabira. Vous étiez à quel poste, disons, quand il y a eu ces victimes? Monsieur Dabira dit que c'est un inspecteur, disons, de la... Ils vont lui poser la question, mais précisez, c'est une fonction militaire, une fonction politique? Il dit c'est politique et puis, disons, militaire. Et on lui dit, est-ce que vous étiez au courant que, oui, il y avait des disparus, 300 et quelques disparus? Il dit, oui, on avait entendu parler. Et on lui pose la question suivante, à laquelle M. Dabira n'a jamais réussi à répondre, sinon à transpirer, d'après ce que m'explique ce juge. On lui pose la question suivante. Et quand vous avez entendu, vous, en tant qu'autorité supérieure, militaire et politique, que vos compatriotes étaient portés disparus, quelle a été l'initiative de l'autorité politique et de l'autorité militaire? M. Dabira ne pouvait plus répondre. Le juge a répété la question 3 fois. Quelle a été votre réaction dès le moment où vous avez entendu que des centaines de vos compatriotes étaient portés disparus? Vous avez mené quelle action? Je ne cite pas le cas hasard. Nous nous retrouvons dans la même situation. On peut poser la même question à M. Mongala. Quand un citoyen est porté disparu, quelle a été la réaction, disons, des pouvoirs publics? Nous sommes dans la même configuration, disons, M. Perrin. Nous sommes dans la même configuration. Quelqu'un est enlevé devant sa famille. Les réseaux sociaux. M. Mongala nous dit bien qu'il regarde les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en parlent. Le monsieur est porté disparu pendant 10 jours. En amont, aucune action n'est menée. Il est retrouvé dans la condition que tout le monde connaît aujourd'hui, puisque effectivement, je vais dire la vidéo. Regardez, je pense que en moins de 2 jours, on a dépassé 30 000 vues. Les pouvoirs publics, disons, ne mènent aucune action. Donc, nous nous retrouvons dans la même situation que la situation d'Israël Beach. La réaction normale d'un État, la réaction normale de la police, la réaction normale de la justice dans tout État, c'est qu'en amont et en aval, il aurait pu y avoir, disons, des initiatives. Aucune initiative n'est menée. Donc, quand demain on posera la question
à notre Goebbels national. Mais, Monsieur Mungala, vous étiez, disons, le porte-parole du gouvernement. Quelle action a été menée en amont et en aval dans la situation de M. Lassibouiti? Monsieur Mungala, juriste encore, dit-on, ne réussira jamais à répondre à cette question. Donc, un État inerte, c'est-à-dire, en l'occurrence, un État complice ou un État bêtisier. Voilà exactement ce que l'on peut dire. Évidemment, on est peut-être dans le cas, évidemment, de complicité, de crime. C'est le cas de le dire, parce que ça me rappelle également... C'est pour ça que je parle en termes d'imbécilité, monsieur Perrin. C'est une imbécilité. Parce que je dis toujours qu'ils sont imbéciles. C'est-à-dire qu'ils valident eux-mêmes qu'ils sont complices. Pourquoi, dans le cas de monsieur... Voilà. Et peut-être qu'ils ne sont pas conscients de tout cela, parce que je me rappelle aussi de la réponse donnée par Sassou Nguesso. On lui posait la question sur, évidemment, les massacres du BIT et le procès. Il dit non, il n'y a jamais eu de disparitions, il n'y a jamais eu de massacre. C'est ce qu'il dit. Il n'y a jamais eu massacre, c'est des disparitions. Et il dit d'ailleurs, d'aucuns certainement sont sortis du pays, ils sont allés à l'extérieur, donc il n'y a jamais eu... voilà. Alors que la première préoccupation d'un chef d'État, s'il faut le lui concéder, était évidemment d'encourager la justice pour qu'on sache évidemment où sont passés ces disparus. Mais non, lui dit, il n'y a jamais eu ni carrément, ça n'a jamais eu lieu, ils sont sortis. C'est la question qui est posée à M. Dabira à Paris, disons chaque question. C'est la question qui est posée à M. Dabira. On lui pose la question de savoir, oui, vous en avez entendu parler, mais vous avez mené qu'une action. Il ne pouvait rien dire puisqu'il n'avait mené aucune action. C'est la même question qu'on poserait effectivement à M. Mungala. Et comment se fait-il que quelqu'un, je ne dis pas qu'il est candidat à la présidentielle, mais je dis un citoyen, est porté disparu? La famille dit que on est venu l'enlever. Et on dit qu'il avait posé plainte et que vous n'avez rien fait. On ne retrouve également rien. Monsieur Mungala, les termes sont là. Il dit qu'on attend qu'il vienne effectivement faire sa déposition auprès de la police pour qu'on mène des enquêtes. Il n'y a qu'au Congo qu'on peut entendre de telles bêtises. Donc, cher Christian, quand je dis que c'est des imbéciles, c'est eux-mêmes, disons, qui l'illustrent là. C'est l'imbécilité que de dire que non, on attend que la victime, dans cet état choquant qu'il reconnaît, disons, se démène, disons, pour venir. Non, avec ou sans M. Lassi, c'est-à-dire physiquement, la police serait en branle dans un état qui se respecte. Hein? La police serait en branle. Le procureur, disons, M. Mungala, serait en train de se démener pour se dire non, c'est inacceptable, disons, ces crimes dans notre pays. Eh bien, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, voilà, parce que c'est la preuve, c'est l'illustration qu'effectivement, ils sont complices, Christian. Voilà, c'est ce que j'appelle effectivement l'imbécilité. Merci, professeur Félix Bakunda Pelé. Et c'est dans ce contexte que Denis Sassou Nguesso était en visite à Paris, visite officielle, il faut le préciser, le 22 mai 2025, pour renforcer, ont-ils annoncé, les liens bilatéraux et enjeux régionaux. Alors, il ressort désormais que Denis Sassou Nguesso est entre Moscou et Paris, ces deux grandes capitales devenues ennemies, et lui, il surfe sur les deux. Votre premier commentaire? C'est bien dit de M. Sassou Nguesso, puisque c'est un opportuniste politique. M. Sassou Nguesso n'a pas de colonne vertébrale, disons, idéologique, je vous l'apprends, cher Christian, mais voilà, je vais dire que c'est pratiquement... non, ce n'est pas un scoop. Rappelons que quand il est au pouvoir, avant l'avènement de la démocratie, disons en 92, tous les journaux se plaisaient à dire que le Congo clignotait à gauche, mais virait quasi systématiquement à droite. L'expression est très significative. C'est-à-dire que, voilà, officiellement, on était un pays dit en socialiste, mais dans la réalité, disons, on était avec les capacités. Bon, voilà, mais voilà, on sait exactement, aujourd'hui, avec le temps, on a bien compris, puisque il a été installé au pouvoir, disons, par la compagnie pétrolière Elf et puis, disons, les pouvoirs publics français. Qu'est-ce que ça m'inspire pour rester à l'événement stricto sensu? Monsieur Sassou Nguesso regarde l'opinion publique africaine. L'opinion publique africaine dominante, très dominante aujourd'hui, est en faveur, effectivement, de la Russie, pas parce qu'ils aiment la Russie, mais en raison de l'histoire, disons, qui est accablante, effectivement, disons, pour la France principalement. Et donc, M. Sassou Nguesso, c'est pour ça que je dis que c'est un opportuniste, c'est dit, il faut que moi également, je démontre que je suis en conformité avec l'opinion publique africaine et qu'il me faut également aller vers Poutine. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle, effectivement, il balance entre les deux. Et donc,
quand il y va, vous voyez les deux fois, hein, de façon devant les médias, ce qu'il dit. Dans un précédent voyage, il dit que non, au moins il voulait venir effectivement en Russie, on a voulu l'empêcher de venir, comme s'il, tu vois, vous voyez, c'est insulter, disons, l'intelligence de Poutine. Et cette fois-ci, quand il va, il raconte la scène effectivement de la libération de la France, il dit oui, oui, disons, les militaires effectivement français ont été exilés, mais on a pris les militaires africains, on les a mis de côté. Qu'est-ce que M. Sassou Nguesso va apprendre, disons, à M. Poutine sur la réalité de cela? D'autant plus que Poutine lui-même, je veux dire, la Russie s'est comportée comme ça, pour dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, la manipulation de l'histoire. Donc, M. Sassou Nguesso, disons, donne l'impression, veut donner, disons, convaincre les gens qu'il est effectivement avec Poutine pour manipuler l'opinion publique africaine. Manipuler l'opinion publique africaine pour dire que je suis également, disons, en conformité avec l'expression de l'opinion publique dominante africaine en ce moment. Mais d'autre part, il sait qu'il doit son pouvoir à la France. Il doit effectivement, disons, ces crimes, disons, sur la France qui ferment les yeux, les crimes aussi bien, disons, humains que les crimes économiques. Il se dit que eh ben, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il balance. D'autant plus que dans les derniers moments, effectivement, disons, les États-Unis, principalement Trump, qui est entré dans le jeu, a donné l'impression de s'aligner sur Trump, pardon, de s'aligner sur Poutine. Et donc, voilà, il se dit, ah, le courant semble aller dans tel sens, donc il me faut précipitamment démontrer que je suis avec vous. Voyez. Et la situation a été devenue un peu compliquée à la suite, effectivement, du renversement de Bachar. L'assad, donc le président syrien. Sassou Nguesso, comme tous les dictateurs, effectivement, qui s'en remettent aux hommes forts, s'était dit, mais enfin, mais vous ne pouvez pas lâcher quelqu'un qui est votre protégé. Donc, à un moment, ça lui a glacé les veines. Et il hésitait. Et bien là, quand il revient, effectivement, ben, il va vers, disons, ses gardiens, donc les pouvoirs publics français, Macron, pour dire que ben, je suis avec vous. Il balance comme ça, ben, effectivement, disons, entre les deux, mais ni dans l'intérêt de la France, ni dans l'intérêt de la Russie, mais dans l'intérêt de son pouvoir. Je vous en prie, monsieur Christian. C'est dans l'intérêt de son pouvoir. Et donc, voilà pourquoi, effectivement, n'ayons pas de colonne vertébrale, disons, idéologique, n'ayons pas de colonne vertébrale africaine, n'ayons pas, effectivement, disons, la figure d'un homme d'État. Et il est, effectivement, en quelque sorte, disons, à nager entre les deux, mais je vous en prie, et le pouvoir français et le pouvoir russe savent ce qu'il est, et beaucoup mieux que vous et moi, je vous en prie. Ils savent exactement quel est ce qu'il est. Professeur, voilà. si j'ai bien compris, professeur, ça veut dire que pour Denis Sassou Nguesso, pour persuader, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes Africains, parce qu'évidemment, il y a une génération qui semble être un peu très exigeante envers les nouveaux chefs d'État. Hein. Et pour persuader cette jeunesse africaine, je dis bien, il a fait semblant de se pencher vers la Russie. Et dans le même temps, puisque aussi chez lui, au Congo-Brazzaville, on tend vers une élection présidentielle 2026, question de montrer qu'il a toujours le soutien de la France, parce qu'évidemment, les gens se disent, ben, quand vous avez le soutien de la France, ben, impérativement, vous allez passer, mais de force ou de... Bon, voilà. Vous parlez sur, je mets entre guillemets, ce qui explique finalement sa visite à Paris, tel que nous l'avons tous vécu, c'est ça, pour montrer aux Congolais que j'ai encore le soutien, parce que nous savons que cette visite a été beaucoup reportée en plus. Je crois 3 fois comme ça. Parfait. Et finalement, il y est allé et on a vu comment il s'est affiché avec le président français Emmanuel Macron. Beaucoup y ont vu un soutien finalement inconditionnel de la France. Vous êtes du même avis? Disons d'abord ceci. Dans son calcul habituel, il se dit, si je ne montre pas que je suis le préféré du pouvoir français, les autres vont se saisir de l'occasion. Les autres vont dire que non, la France l'a lâché. Et donc, c'est pour occuper le terrain. Et je dois me précipiter vers le pouvoir français pour dire que j'ai encore le soutien du pouvoir français, parce que si je ne le fais pas, eh bien, les autres vont effectivement, les autres vont s'en saisir, ou bien la France elle-même va s'en saisir. Donc, c'est pour ça que je parle du dilemme. C'est-à-dire qu'il faut chaque fois qu'il montre qu'il a la préférence, il faut qu'il aille chez Poutine pour
manipuler l'opinion publique, la jeune opinion publique africaine pour dire que non, je suis avec vous dans le même courant, mais en même temps, il ne faut pas qu'effectivement il lâche du côté de la France, sinon, eh ben, l'opposition va effectivement, disons, en profiter, ou alors inversement, le pouvoir français va effectivement, disons, se saisir de l'opposition puisqu'il sait que c'est quand même le pouvoir français qui l'a installé là. Donc, c'est ça le dilemme. Mais il y a autre chose qu'il faut préciser, disons, cher Christian. Pourquoi il a retardé à plusieurs reprises? Pourquoi? Mais pour donner l'impression au pouvoir russe que, ben, dans sa tête, il savait qu'il irait. Macron savait qu'il viendrait. Mais pour dire que c'est à contre-cœur. Voilà à quoi s'est réduit la vie politique. Mais c'est que c'est à contre-cœur, il ne voulait pas. Bon, mais voilà, pour des relations, pour des raisons diplomatiques, il est obligé d'y aller. Ni Macron, ni Poutine n'en sont dupes. Ça, je peux vous le garantir. Ils ont leurs conseillers, ils le connaissent bien depuis son demi-siècle, disons, dans la vie politique congolaise. Ils savent que ce n'est pas un homme d'État, c'est uniquement un calculateur, c'est un opportuniste. Voilà tout ce qu'il y a de plus bêtisier dans la vie politique. C'est cela. Ni Macron, ni Poutine ne sont dupes, ça je peux vous le dire. Donc voilà. Voilà. Maintenant, pour le Et reste, on peut voir sur cours, le fond qu'est-ce que... évidemment, au cours de cette visite, il a eu aussi à visiter hein, les Invalides, qui est un grand symbole hein, de ceux qui ont servi la France. Est-ce qu'on peut lire finalement que lui également servant la France, comme on le sait? Sinon, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment interpréter cela? C'est d'abord un caprice de dictateur. Il aurait imposé Rappelons cette que les... visite, vous pensez? Comment? Il aurait imposé cette visite ou bien c'est son hôte qui lui a proposé? Non, le choix, c'est ça. Rappelons que les Invalides, c'est une création, disons, de Louis XIV, 1670, donc au XVIIe siècle. Donc, Louis XIV, donc, symbole du pouvoir. Donc, les Invalides, c'est d'abord un symbole du pouvoir. Et ensuite, pour le commun des Français, c'est effectivement pour ceux qui ont servi la France. Ce qui veut dire que M. Sassou Nguesso assume son statut. Voilà. Ou peut-être qu'à l'occasion, à la veille de la présidentielle, il vient rappeler. Ça montre quand même qu'il y a quelque chose effectivement en coulisses qui se déroule. Donc, quand il vient à quelques mois de la présidentielle, c'est pour dire je vous ai servi, je vous en prie, rappelez-vous-en. Voilà. Et je Donc, continuerai quand à vous effectivement. servir, c'est ça. Comme pour dire je Tout à continuerai à vous fait. servir. Je continue à vous servir et je viens valider. J'ai donc servi la France. Donc, continuez. Donc, c'est comme un rappel. Rappelons quand même que au dernier voyage africain de monsieur, disons, Macron, disons, en Afrique centrale, quand, disons, Sassou Nguesso reçoit Macron, il rappelle devant les médias que, ben voilà ce qu'a été Brazzaville dans l'histoire et tout pour dire qu'effectivement, là, Brazzaville a été la capitale de la France libre. Donc là également, il vient rappeler pour dire, je suis un serviteur de la France, je vous en prie. Donc, le lieu a été choisi par lui, hein. Le lieu a été choisi par lui, c'est-à-dire les Invalides, donc, pour assumer son statut de serviteur de la France dans un lieu qui est un symbole du pouvoir, qui est effectivement donc, disons, la création de Louis XIV, 1670, je vous l'ai dit, qui symbolise le pouvoir. Donc, c'est à la fois un symbole, pardon, disons, un caprice de dictateur et en même temps, disons, le fait de quelqu'un qui s'assume comme ayant servi effectivement la France à la veille, disons, la présidentielle pour effectivement demander, disons, la France de fermer les yeux sur la nouvelle phase électorale qui va avoir lieu. Voilà. Mais est-ce que ça veut également dire que finalement il a reçu ou il a eu ce soutien-là avec, lorsqu'on voit comment est-ce que les choses se passent actuellement en Afrique, je parle ici de l'Afrique de l'Ouest, notamment voilà le Mali, le Burkina et puis le Niger. La France pourrait-elle continuer dans cette logique de continuer à soutenir un dictateur comme, j'allais dire, un tyran comme Denis Sassou Nguesso, avec tout ce qu'on vient d'expliquer depuis le début de cette émission, ne court-elle pas un risque d'avoir en face d'elle la population congolaise? Deux choses, Christian. Monsieur Sassou, par expérience, par calcul, joue d'abord sur la psychologie. Ouais. Donc, quand il vient quelque temps avant la présidentielle, c'est pour, en quelque sorte, décourager, disons, malheureusement, parce que
Malheureusement, comme je l'ai dit, au niveau de l'opinion publique africaine, l'idée semble ancrée que les présidents africains, ceux qui peuvent être présidents, ne peuvent être choisis que par la France. Ce qui veut dire que quand effectivement la France a dit, oui, mais je rappelle que quand, fin octobre 2014, les Burkinabés ont décidé de chasser Compaoré, Hollande a été mis devant le fait accompli. C'est Hollande qui a favorisé la sortie de Compaoré, disons en cavale. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ce qui reste déterminant dans le choix d'un président en Afrique et ailleurs, c'est le peuple. Mais M. Sassou Nguesso sait que psychologiquement, il décourage les initiatives de son peuple, je veux dire, disons des démocrates, en venant effectivement, disons, en France. Donc, le premier élément pour lequel il fait le choix, effectivement, disons, à quelques mois, disons, la présidentielle, mais également aux Invalides, pour les serviteurs de la France, c'est pour dire à la France, je suis votre serviteur, c'est pour dire à l'opposition que ben, j'ai encore été coopté une fois de plus par la France. Donc, voilà effectivement, disons, la première raison. La deuxième interprétation que je préfère, vous savez, Christian, je suis quand même l'activité politique française. Et d'ailleurs, quand M. Sassou Nguesso est rentré hier, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Je pense que tout ce que les observateurs ont vu du séjour de M. Sassou Nguesso, c'est que l'opinion publique était gênée par son séjour. Sauf si ça m'a échappé, je n'ai vu aucun média visuel français en parler. Aucun. Donc, c'est comme une forme de pudeur. Comme pour dire, mais enfin, ce monsieur est très sale. Ce n'est pas le moment de le recevoir. À un moment où, effectivement, disons, la France est en train de perdre du terrain. Pourquoi le recevoir? Rappelons quand même que la dernière fois qu'on était interviewé par ce journaliste de France 24, quelle question il dit, mais oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que, ben oui, votre population peut être contre vous à un moment où, disons, dans toutes les opinions publiques africaines, tous les présidents qui s'affichent, disons, pour la France sont effectivement chassés du pouvoir. Monsieur Sassou Nguesso avait esquivé pour monter son dilemme. Oui. Donc, j'ai eu l'impression que son séjour en France a gêné les médias français. Je n'ai pas vu, peut-être qu'il y en a eu un qui m'a échappé, mais en tout cas, les médias visuels français ne se sont pas bousculés pour aller, disons, ne fût-ce que la petite interview, pour chercher effectivement. Non, non, non. En quelque sorte, ils l'ont esquivé par une forme, disons, de gêne, de pudeur, comme pour dire, bon, enfin, franchement, c'est pas vraiment ce qu'il nous faut par les temps qui courent. Voilà, donc les Et pouvoirs donc, publics ont essayé de faire. on peut parler de Sassou Nguesso. En fait, c'est une girouette finalement, parce que c'est le même qui, à un moment donné, pense qu'il y a un peu de paternalisme dans les relations entre la France et le Congo quand il se sent menacé. Mais dans le même temps, lorsqu'il a besoin d'un soutien ou pour montrer à ses adversaires politiques qu'il est encore, voilà, à même de conduire le Congo, il va s'afficher avec la France pour montrer que je suis encore soutenu, parce que dans une vidéo, une interview, bien sûr, il est allé beaucoup plus loin, il parlait même du racisme. Le fait que la France lui montrait des comptes, notamment, voilà, avec cette affaire du procès de bien mal acquis, où il y voit du racisme, voilà. Et donc, il parle du paternalisme. Mais curieusement, là, il va encore s'afficher comme pour dire, ben, écoutez, moi, je suis, voilà, l'enfant chéri, ou comme qui dirait le candidat apprécié par la France. D'abord, c'est un opportuniste. Je vous ai dit qu'il n'a pas de colonne vertébrale, disons, idéologique, pas de colonne vertébrale politique. Bon, bref, voilà. C'est un calculateur. Donc, quand effectivement, disons, le plus souvent, dans son cas, il dit ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est du paternalisme, c'est du néocolonialisme, c'est pour faire du chantage. C'est également pour récupérer l'opinion publique africaine, parce que qu'est-ce que dit l'opinion publique africaine aujourd'hui par rapport à la France? Que, ben oui, c'est du néocolonialisme. Donc là, c'est uniquement pour manipuler l'opinion publique, disons, africaine, pour dire, ben voilà, je suis avec vous, ben je suis victime comme vous, alors que ben, lui, il est effectivement le principal instrument, disons, de ceux qu'il qualifie, disons, de paternalistes ou, disons, de colonialistes. Mais je vais dire quelque chose, cher Christian, j'en profite pour l'expliquer. Notre dernière interview, disons, fin mars,
il y a quelque chose que nous avions dit à propos, effectivement, de Madame, Madame Antoinette, Sassou Nguesso qui a été, voilà, Madame Antoinette Sassou Nguesso qui a été interviewée, pardon, qui a été, sous disons, mandat d'amener, là, oui. voilà, interpellée donc par la police. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, pour dire à quel point, disons, Monsieur Sassou Nguesso est sans scrupules. Les plus jeunes diraient que c'est vraiment quelqu'un qui, je veux dire, ment comme il respire. Permettez d'être vulgaire. Est-ce que vous savez que quelque temps après que, ben, effectivement, cette lettre a été affichée par Canal+, pardon, par le Canal enchaîné, M. Sassou Nguesso a envoyé quand même son Premier ministre expliquer à l'ambassadrice française que ce courrier n'était pas de lui, que c'était l'affaire d'un intrus. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est-à-dire qu'il n'a jamais envoyé le courrier, disons, magistrat français, et que ce serait l'œuvre d'un intrus. Un intrus qui aurait su que son épouse va venir en France, que son épouse est propriétaire, disons, d'un appartement dans le 17e arrondissement, ben qu'elle serait convoquée, disons, par, disons, un magistrat, et en même temps, qu'elle refuserait de partir. Vous voyez à quel point, disons, c'est gros. Et même pendant Cet que vous le intrus dites, serait... professeur, pardon, pendant que vous le dites, c'est que le courrier datait de plusieurs mois avant même qu'il ne soit, je crois, publié dans voilà le Canard enchaîné. Et donc, si c'était pas lui, un intrus, Le courrier daté de novembre 2024. voilà. Donc, s'il y a un intrus qui est capable, disons, je veux dire, de reconnaître d'avance, bon, cet intrus serait, je veux dire, plus intelligent que l'intelligence artificielle pour anticiper sur le comportement de Madame Sassou, pour anticiper également, je vais dire, sur, je vais dire, disons, l'action, disons, disons, du magistrat. Donc, vous voyez quand même à quel point, disons, ce monsieur est sans scrupule. Hein? Il dit que c'est un intrus. Ça suffit à montrer son vrai visage. Professeur Félix Koundampele, pour clore évidemment ce volet sur la visite officielle à Paris de Denis Sassou Nguesso, vous avez aussi certainement suivi qu'il s'est présenté comme défenseur de la nature. Et dans le même temps, vous avez largement démontré ici que finalement, il n'a aucun respect pour la vie humaine. C'est un criminel notoire. Et je disais d'ailleurs d'entrée de jeu que c'est finalement un criminel qui s'est déguisé en chef d'État. Comment peut-on se prévaloir aimer la nature lorsqu'on déteste la vie humaine? C'est tout à fait le hiatus qui démontre que ben, M. Sassou Nguesso est égal à lui-même. C'est un amoureux de la nature et en même temps, c'est celui qui massacre la forme la plus aboutie de la nature, c'est-à-dire l'humain. C'est une question. Où est l'erreur? Un amoureux de la nature préserve la nature. La forme la plus aboutie de la nature, disons à l'état de nos connaissances, c'est l'humain. M. Sassou Nguesso passe son temps à massacrer ses compatriotes. Ce n'est pas moi qui le dis. Tous les rapports le disent. M. Sassou Nguesso est quand même poursuivi pour crime contre l'humanité. Comment, disons, monsieur, comment on appelle la colonel, quoi, la PIA, qui passe, disons, tout son temps à écrire des trucs, disons, des chiffons, disons, je veux dire, disons, à l'honneur de M. Sassou Nguesso, peut nous dire que, ben oui, c'est un grand amoureux défenseur de la nature, alors qu'il passe, disons, son temps à cribler, disons, ses compatriotes. Rappelons, chers Christians, que on n'a jamais retrouvé les dépouilles, disons, de ces 300 Congolais, disons, répertoriés par la Croix-Rouge. On ne les a jamais retrouvés. Mais moi, je n'ai jamais oublié ce numéro, disons, du Monde, de février, disons, 99. Février 89. Qui faisait état du fait que c'est dans les abords, disons, de la présidence de la République, on brûlait les corps, on les brûlait. Et que certains, parce qu'ils étaient si nombreux que ben, on les prenait, on les mettait effectivement, disons, dans, je ne sais pas, disons, des boîtes, on les jetait dans le fleuve. Des conteneurs, certains vivant, oui. Certains dans des conteneurs. Ouais. Hein. Donc voilà celui qu'on appelle un amoureux de la nature. Il est amoureux de la nature, mais il a la haine, effectivement, disons, des humains. Ben écoutez, ceux qui veulent comprendre, comprendront. Une fois de plus, c'est effectivement, disons, une insulte à l'intelligence, à raison par M. Sassou Nguesso et, je vais dire, ces sbires qui, pour des raisons financières, effectivement, sont capables
de faire avaler n'importe. Mais enfin, ça peut tromper des imbéciles ou ceux qui ne suivent pas la vie politique congolaise. Tout le monde sait que M. Sassou Nguesso déteste l'humain dès le moment où il n'entre pas effectivement dans ses canaux, ses caprices, disons, de dictateur et de tyran. Voilà. Et d'ailleurs, Ça il ne est sert très même pas à se cruel rappeler. avec les humains. On se rappellera de l'épisode 18 mars 1977, comment il a décapité un président en fonction en plein après-midi, et s'en était suivi des crimes, mais odieux, des crimes contre l'humanité. On a même enterré un cardinal, Émile Biayenda, vivant en plus, tué un ancien président de la République, Alphonse Massamba Deba, dont la dépouille n'a jamais été rendue à sa famille, et aussi de nombreux innocents qu'on a traînés Tout à devant fait. la cour martiale, et elles également, les dépouilles n'ont jamais été rendues à leur famille. C'est bien dommage, mais bon, après il se passe pour un défenseur de la nature. Professeur Félix Bakundampele, nous allons terminer par ce volet. Il s'agit ici de l'association Les Minanga. Ça vous dit quelque chose? Voilà, soutenir son bourreau à l'élection présidentielle de 2026. Voilà qui peut s'apparenter à une escroquerie politique en bande organisée des Minanga qui représenterait la population de Mouyondi. Quand je dis ça, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en 1998, où Denis Sassou Nguesso avait livré cette population entre les mains de l'armée angolaise Angolais. et mercenaires étrangers. Tout le monde se rappellera les massacres qui ont eu lieu à Mouyondi. On a même parlé après pour essayer un peu d'arrêter tout ça, les accords de Mouyondi. On n'en parle jamais assez. Voilà une population que représenterait cette association Minanga et qui pense que Mouyondi devrait soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso. Ça vous dit? Merci pour cette question, M. Perrin. Ça me fait mal au cœur parce que j'ai passé une partie de mon adolescence à Mouyondi. Je peux prétendre connaître la sociologie de Mouyondi mieux que, disons, ceux-là qu'on entend dire aujourd'hui que, ben voilà, ils font partie des Minanga. Je peux vous dire quelque chose tout de suite. Et ce que je dis, tous les écrits sur Mouyondi vous le diront. Et je vois notamment l'ouvrage de M. Dupré, Georges Dupré, ce sociologue français qui a écrit cet ouvrage, Espace et historité chez les Bembés du Congo. Il ressort clairement que les Minanga, c'est une création artificielle, marginale, perverse, mercantile, sur la question. Les Minanga n'ont aucune racine, disons, à Mouyondi. Ce que connaissent, disons, tous ceux qui connaissent Mouyondi, c'est les Nkani. Là-bas, on dit Bankani, c'est-à-dire les indécrottables, les incorruptibles, les durs à cuire. Ils n'ont jamais triché. Ils n'ont jamais triché. Je vous Donc raconte une c'est pour anecdote. contourner ces Nkani-là que finalement ils ont créé les Minanga, c'est ça? Tout à fait. Quand je dis que c'est des mercantiles, c'est-à-dire c'est des escrocs, vous l'avez dit vous-même, cher Christian. C'est des escrocs. C'est des gens qui veulent extorquer l'argent à Sassou Nguesso. Je dis bien extorquer puisque M. Sassou Nguesso n'a pas besoin de vote pour être élu. M. Sassou Nguesso n'a pas besoin de vote puisqu'il n'a jamais été élu. Il veut tout simplement, je vais dire, prendre prétexte, c'est-à-dire que tout ce, pourquoi il les paye chaque fois que ces gens effectivement disent pourquoi. Mais parce que, je dis toujours, M. Sassou Nguesso a toujours fait ce calcul que, en fait, par rapport à la façon dont les choses se présentent, il ne pouvait qu'être élu. Donc, il prend des prétextes. Mais au fond, il n'a pas besoin d'eux, puisque tous ses collaborateurs disent que les listes, disons, les résultats sont connus avant même l'organisation de l'élection. Donc, il n'a pas besoin de vote. Mais pourquoi, malgré le fait qu'il sait que non, les résultats seront toujours proclamés en sa faveur, pourquoi effectivement il les paye? Parce que lui, le prétexte, il en veut. Nous savons, c'est-à-dire c'est psychologique. Nous l'avons dit là pour son séjour. Il veut faire comprendre à l'opposition que je suis toujours encore le favori de la France. Parce que si je ne le fais pas, si je ne le dis pas, si je ne le montre pas symboliquement, l'opposition va effectivement, disons, s'en saisir ou vice-versa, la France va s'en saisir. Donc, voilà la raison pour laquelle, effectivement, ces escrocs aujourd'hui. Donc, je reviens sur Mouyondi. Les Minanga
ça n'existe pas. Ce qui existe là-bas, c'est des gagnants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est dur à cuire, c'est incorruptible, c'est Ngabou, c'est-à-dire les seigneurs, les maîtres du pays. Et ceux-là, je peux vous le dire, cher Christian, et tous ceux qui sont originaires, effectivement, disons, de Mouyonzi ou bien qui ont vécu à Mouyonzi, vous le diront. Vous lisez M. Georges Dupré dans l'ouvrage, effectivement, disons que je viens de vous citer, le seul et principal ouvrage, il vous parle d'Nkani, mais pas, disons, des Minanga. Dans les Minanga, c'est des escrocs. Les Minanga, c'est, disons, des mercantiles. Les Minanga, c'est des opportunistes. Les Minanga, c'est des gens sans scrupules, qui veulent uniquement, disons, escroquer M. Sassou Nguesso, mais qui veulent également salir les originaires de Mouyonzi. Donc, qu'ils le sachent et qu'ils le disent ouvertement. De toute façon, ça a déjà été dit, puisqu'on a quand même lu, disons, sur les réseaux sociaux, sur Courrier, disant que ils ne veulent pas défier M. Sassou Nguesso, mais ils disent clairement qu'ils n'ont jamais demandé de voter pour M. Sassou Nguesso, ni demander sa candidature. C'est aussi simple que ça. Donc, que ces gens sachent que demain après-demain, les originaires de Mouyonzi leur demanderont de compte. Depuis quand est-ce qu'ils leur ont demandé, disons, de soutenir la candidature de M. Sassou Nguesso? Ce n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Et alors, il faudrait qu'ils disent pourquoi depuis, disons, 1987, que Sassou Nguesso, et là, ça n'a jamais été fait, pourquoi il le ferait maintenant? Hein? Les gens de Mouyonzi savent qu'effectivement, c'est un coin très, très dynamique, mais qui est abandonné. Il n'y a aucune usine à Mouyonzi. Absolument aucune. Voilà. Oui, mais, professeur Félix Bakoum Dampélé, c'est que en 2022, lors des élections législatives, on a vu comment cette population s'était mobilisée pour Madame Claudine Munari parce qu'elle était évidemment en face d'un candidat, d'une candidate du PCT, donc voilà, l'actuel ministre Mikolo. Déjà là, on pouvait faire la lecture de ce que veut cette population. Et comment expliquer qu'aujourd'hui, puisque parmi les Minanga en question, il y a Madame Claudine Munari, a-t-elle vraiment oublié ou voilà, qu'en 2022, la population de Mouyonzi lui avait en fait démontré qu'elle ne voulait pas du Parti congolais du travail, donc Denis Sassou Nguesso. De la même façon que, revenons d'abord, disons, aujourd'hui. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas vu la liste. J'ai vu tout juste le nom du directeur de la CREF, M. Ngibi, disons le clairement, que je connais relativement bien. Je rappelle, mais il le sait lui-même, qu'avant, disons, l'avènement de la démocratie, c'est un proche de Mme Sassou Nguesso, donc de Sassou Nguesso. Et quand la démocratie arrive, il y a M. Milongo au pouvoir, il est proche de M. Milongo, ministre du Travail. Et quand il est viré de là, il repart au PCT. Moi, je me rappelle le porte-parole de M. Sassou Nguesso, M. Somba Oscar, qui dit, mais enfin, Gimbi, vous nous avez trahis, vous êtes allés avec les forces du changement, vous savez vous-même ce que les forces du changement pensent de M. Sassou Nguesso et ce que M. Sassou Nguesso pense, disons, des forces du changement. Donc, il repart au PCT, M. Samba Oscar lui répond cela. Et quand la présidence est organisée, Lissouba l'emporte, il devient donc effectivement proche de M. Sassou Nguesso. Et par proche de M. Lissouba. Et quand Lissouba est renversé, il repart. Donc, ça donne une image. Une vraie girouette qui va... Je viens de vous le dire. Il ne peut pas le contester. Il le sait lui-même. Il le sait lui-même. C'est cette marche que je viens de montrer. Il a été avec Sassou Nguesso avant la démocratie. Il a été avec Milongo, ministre, disant quand les forces de changement arrivent. Il est reparti avec le PCT quand il est viré effectivement du gouvernement de transition. Il vient avec Lissouba quand Lissouba est président, puisqu'il a travaillé dans son cabinet. Il repart, disons, avec le PCT quand, disons, Sassou Nguesso renverse. Donc, ça donne une image effectivement des représentants des Minanga. Ça s'appelle là-bas, le terme utilisé à Mouyonzi, Banga. Bantemadia, c'est-à-dire des gens qui bouffent à tous les râteliers. Je n'ai pas besoin de démonstration, il se vient de montrer effectivement, disons, son cursus. Voilà, il ratisse à tous les râteliers. Donc, d'autres, voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi exactement, disons, par rapport à la question? Mais pour les gens du PCT, et qui, je vais dire toujours, disons, dans la stratégie, ça fait bien de diviser. Ça fait bien de montrer qu'on ne résiste pas au PCT. Ça fait bien de dire que nous avons le dernier mot. Donc, peu importe, comme je viens de vous le dire, puisqu'ils n'ont pas besoin des votes
Sassou Nguesso n'a pas besoin de vote. Il affiche des résultats qu'il veut. Donc, en fait, il se fiche d'eux. Mais qu'il soit là en train, disons, effectivement, de les manipuler, au fond d'eux-mêmes, ils se frottent les mains pour dire, bon, mais voilà, nous avons toujours la capacité, effectivement, disons, je vais dire, de manipuler tous ceux qui peuvent essayer de nous résister. Et voilà ce que je peux dire. En gros, je veux quand même dire ceci dans la stratégie, disons, du PCT, mais également le plus souvent dans les réactions. Moi, il y a un événement dont je me rappelle, disons, sur question, disons, en 92, dans le Niari. Il y avait un proche du PCT qu'on appelait M. Kississou Boma, membre du comité central du PCT. Membre du comité central du PCT. Quand on arrive à la démocratie, les gens vont là où ils le vont. Voilà. Les gens sont retrouvés dans d'autres partis et tout, et après, voilà, quand effectivement, en quelque sorte, on a voulu le mettre en difficulté, M. Kississou Boma est du Niari, effectivement, les gens trouvent qu'il est proche du Souba et puis les autres qui disent ah non, 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 c'est un traître. M. Kississou Boma a terminé dans les conditions, je veux dire, qui me glacent les veines, puisqu'il avait été tué dans des conditions qui restent un mystère. Certains disent que c'est parce qu'il avait trahi l'Issouba, d'autres disent que c'est parce qu'il avait trahi effectivement Sassou Nguesso. Il est criblé comme ça en pleine journée. Donc, pour dire à peu près, je vais dire, qu'il faut faire attention comment terminent effectivement les Judas. Donc, voilà, la complexité quand on n'a pas effectivement, je vais dire, disons, une constance dans ses choix, le plus souvent on termine mal. Donc, je ne le souhaite à personne. Je dis tout simplement que c'est un jeu hyper dangereux parce que, je ne le répéterai jamais assez, sur question, avec M. Sassou Nguesso, on n'est pas dans le jeu politique, on est dans le crime. Les raisons pour lesquelles les gens de Moyondi, effectivement, ont dit jamais celui-là, c'est le fait que c'est un criminel. Et quand on dit un criminel, ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Il y a autre chose que je vais effectivement souligner, surtout que les gens sachent, puisque nous sommes sur Moyondi. Cher Christian Moyondi, c'est le dernier bastion. En 2022, dit-on qu'il fallait effectivement être avec le PCT pour bénéficier effectivement de ces largesses. Toutes les collectivités aux alentours avaient, dit-on, choisi le PCT. Qu'on me dise en quoi le sort effectivement de ces collectivités ont changé. 2022-2025. Pour montrer à quel point effectivement c'est la manipulation. Qu'il fallait choisir le PCT. 2022, à l'occasion donc des législatives, Yamba, Kingwe, Ntiaki avaient choisi le PCT. Est-ce que les Minanga peuvent dire en quoi le fait qu'ils aient choisi le PCT, ça a changé leur situation 2022-2025, c'est-à-dire 3 ans après? Néant. Néant, disons, mon cher Christian. Donc, pour dire que, écoutez, qu'ils respectent, disons, nos collectivités locales, qu'ils n'amènent pas le diable, disons, dans ces collectivités qui restent encore relativement, je dis bien relativement protégées, qu'ils n'amènent pas la bêtise, qu'ils n'amènent pas effectivement l'escroquerie, disons, à ce niveau-là. Hein, voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà. Voilà, professeur Félix Bakou-D'impélé, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous laisse donc conclure sur cette question, puisque tout à l'heure vous disiez que Sassou Nguesso n'a pas besoin d'élection, hein, il a ses résultats dans la poche et il fait un peu toute cette mascarade. Après, bon, il sort son arsenal. Et vous disiez également que nous ne sommes pas là en démocratie, mais c'est dans le crime. Au début de cette émission, vous avez démontré que tout candidat qui semblerait être crédible et qui menacerait évidemment le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, généralement on connaît son sort, soit il est éliminé, soit il est traité comme on l'a fait d'ailleurs la Simbiti. 2021, les Congolais s'en souviendront, hein, c'est Guy-Brice Parfait Kolela qui venait donc d'être assassiné, puisque les circonstances de son décès n'ont jamais été élucidées jusqu'aujourd'hui, 2016. Vous vous souviendrez, André Okombi-Salissa, le général Jean-Marie Michel Mokoko, croupissent encore en prison, voici presque 9 ans. Alors, si on ne va pas aux élections, quelle alternative, finalement? Cher Christian, ce qui va se passer au Congo dans quelques mois, qui ne peut pas être autre chose qu'une nouvelle phase électorale,
c'est également l'occasion pour les Congolais de démontrer que ce ne sont pas des têtes de linotte, qu'ils savent lire leur histoire, qu'ils savent tirer les leçons de leur expérience. L'expérience de la vie politique congolaise est, je vais dire, très parlante, très éloquente sur le visage de M. Sassou Nguesso au bout d'un siècle, d'un demi-siècle, parce qu'il est dans la vie politique depuis 50 ans, au bout d'un demi-siècle, disons, de comédie politique, de crime. Donc, ce que je vais dire d'abord en ce qui concerne les acteurs politiques, quand on va bouger, qui disent oui, on va se présenter, ne tournons pas autour des mots, Christian. S'ils vont avec une stratégie pour en finir avec Sassou Nguesso, on peut le comprendre. Mais s'ils se disent que c'est pour attendre, disons, un jeu politique, je dirais qu'ils insultent les Congolais. Qu'ils insultent les Congolais. Ce qu'on attend, c'est une stratégie politique pour jeter M. Sassou Nguesso là où terminent les gens de son Nakadi. Dans l'histoire universelle, on sait où est-ce qu'il termine. C'est ça qu'on attend. Mais s'ils vont dans l'idée que, ben oui, c'est pour les jeux électoraux, à ce moment-là, moi je l'ai déjà dit, hein, cher Christian, parce que tout commence par les mots, vous connaissez cette phrase. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur, disons, du monde. Monsieur Sassou Nguesso n'est pas un président de la République. Moi, je le dirai jamais assez. Je le dis, je le répète, parce que j'en ai la conviction et objectivement, c'est cela. Nous avons vu dans les nouveaux, disons, dans les régimes où il y a effectivement eu les putsch en Afrique de l'Ouest principalement, et même au Gabon, en Afrique centrale, ceux qui sont arrivés, disons, de manière illégale ne se sont jamais proclamés président de la République. C'était président de la transition. Ils ne s'étaient jamais présentés à une élection tous. Monsieur Sassou Nguesso arrive en 97 au Congo après avoir été battu par les urnes, Christian. Battu par les urnes. Et quand, avec le soutien d'Elf et des pouvoirs publics français qui avaient mobilisé des armées, disons, voisines, il renverse le régime démocratique, je ne dirais pas l'histoire, mais il renverse le régime démocratique. Monsieur Sassou Nguesso s'autoproclame président de la République pour dire à quel point cet individu est sans scrupule. Il s'autoproclame président de la République pour dire que, pour rappeler que, pour marteler que monsieur Sassou Nguesso n'a pas besoin des urnes pour être président de la République, puisqu'il s'est autoproclamé président de la République avant les urnes. Donc, tout ce qu'il fait, c'est de la mascarade. Tout ce qu'il fait, c'est de la manipulation. Ce qui veut dire que les acteurs politiques qui nous tiennent le discours, disons, des prochaines séances électorales, sont des instruments de M. Sassou Nguesso pour, disons, accréditer une fois de plus, pour créditer une fois de plus, effectivement, sa farce électorale. Donc ça, je le répète, je le dis à leur endroit, je le dis au niveau des Congolais, s'ils se présentent avec une stratégie, à la limite, oui. Mais si c'est parce que, pourquoi je le dis, pourquoi je tiens quand même à le souligner? Parce que M. Sassou Nguesso, si ceux-là, disons, enfin, ce qu'on appellerait grand candidat, ne se présentent pas, il va lui-même susciter des petits candidats. Il va susciter des petits candidats pour dire, bon, mais voilà, je me suis présenté avec un tel. Vous savez, vous lisez, vous voyez ce qui se dit, disons, sur les réseaux sociaux. On va aller soulever encore, disons, M. Ntoumi, c'est ça, pour dire que M. Ntoumi va être candidat, parce qu'il est effectivement, disons, son idiot utile. Parce que M. Ntoumi, selon clair, c'est l'idiot utile de M. Sassou Nguesso. Voilà. Et lui, c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. C'est ce qu'il fait. Donc, ce que je demande, effectivement, disons, aux leaders politiques congolais, c'est d'aller avec une stratégie. Parce que ceux qui peuvent se présenter, c'est-à-dire que M. Sassou Nguesso peut accepter, je l'ai déjà dit, je répète le mot, c'est des candidats choisis uniquement pour donner l'apparence, mais pas pour faire le jeu politique, parce que depuis son retour, il n'y a que le coubertinisme électoral. Voilà ce que je peux en dire. Et bien voilà, j'en ai terminé, mon cher Christian. Merci, professeur Félix Bakunda-Pelé. Je rappelle que vous êtes diplômé des Sciences Po, enseignant-chercheur, juriste, politologue, consultant, constitutionnaliste. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous avoir eu encore sur notre plateau R7 pour évoquer évidemment la visite officielle de Denis Sassou Nguesso à Paris le 22 mai dernier, mais aussi la situation, disons,
le cas, j'allais dire, l'affaire Lassi Mbouiti qui aujourd'hui défraie la chronique et indigne toute la population congolaise de savoir que l'État est absent, l'État n'existe plus au Congo-Brazzaville. Encore merci, professeur, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, cher Christian Perrin. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir largement partagé. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Cela nous fera énormément plaisir. On se retrouve très bientôt. Merci.